Mes chers collègues, bien le bonjour à toutes et tous. Avant de faire rentrer notre invité, donc je tiens à vous informer que le bureau s'est réuni il y a 2 semaines, le bureau de la commission, et a souhaité donc sur proposition donc de Stéphanie Rist et Pierre Daréville que soit lancée une mission flash sur les téléconsultations sur abonnement. Donc il y a urgence à s'approprier ce sujet-là. Donc je vous propose qu'il en soit également les rapporteurs, c'est sur leur proposition. Y a-t-il des objections? Non. Non, eh bien il en est ainsi décidé, et donc je vous remercie pour eux. Pour ce qui est des autres nominations auxquelles nous devons procéder, tout particulièrement pour les fonctions de rapporteur thématique du PLFSS 2024 et de rapporteur pour avis du PLF 2024, je remercie les groupes, bien sûr, de m'avoir communiqué leurs propositions. Aussi, je réunirai le bureau mardi prochain après les questions au gouvernement et nous ferons donc le point sur ces différentes propositions afin que la commission soit en mesure de procéder aux nominations donc dès mercredi prochain. Voilà, nous allons aborder maintenant un sujet qui est important, c'est le budget 2024. Donc je vous donne cette information qui est importante. Voilà, nous allons donc faire une petite suspension, le temps de faire rentrer notre invité, Monsieur Toujas. Très bien, mes chers collègues. Donc, nous allons pouvoir donc démarrer cette audition en présence de Monsieur Toujas, que je salue. Alors, pendant 11 ans, Monsieur Toujas, vous avez exercé les fonctions de président de l'établissement français du sang, et à ce titre, nous vous avons invité donc à de nombreuses reprises. Mais ce matin, nous vous recevons car vous êtes pressenti pour exercer d'autres fonctions, les fonctions de président du conseil d'administration de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, l'ONIAM. Je rappelle qu'en application des dispositions de l'article R. 1142-42 du Code de la santé publique, le président du conseil d'administration est nommé pour une durée de 3 ans, renouvelable une fois par décret, pris sur proposition du ministre chargé de la Santé, et que le directeur actuel de l'ONIAM est M. Sébastien Leloup, en fonction donc depuis le 1er mars 2017. Donc cela fait 6 ans. Après votre intervention, donc, je donnerai la parole tout d'abord au référent de notre commission pour l'ONIAM. Il s'agit de M. Paul Christophe, que je salue, chers collègues, pour une durée de 5 minutes, chers collègues. Viendront ensuite les questions des orateurs des groupes, puis des autres députés pour 2 minutes. Monsieur Toujas, je vous passe la parole. Pardon, merci Madame la Présidente. Mesdames, Messieurs les députés, je suis très honoré de me présenter devant vous aujourd'hui, non pas pour vous parler de l'établissement français du sang, effectivement, mais pour vous parler du projet que nourrissent les autorités de me nommer au conseil d'administration de l'ONIAM. Et je suis accompagné, et j'espère qu'il m'aidera sur les questions techniques, par le directeur Sébastien Leloup, que vous connaissez. Alors peut-être avant de
présenter les missions de l'ONIAM, la diversité de ces missions qui lui ont d'ailleurs été données par le législateur. J'aimerais peut-être vous représenter quelques jalons de mon parcours professionnel qui amènent à ce que je me présente devant vous. Alors c'est très, très anecdotique, mais je suis né en Gironde et j'aime le Sud-Ouest, donc voilà. Et puis, avant de faire l'École nationale d'administration, j'ai longtemps été professeur d'économie, pas très loin d'ailleurs, en banlieue parisienne. Et puis, je suis sorti, à la sortie de l'ENA, à l'Inspection générale des affaires sociales, qui est un corps, en fait, dans lequel j'avais envie d'entrer, parce que je pense que les enjeux d'intégration sociale, de santé publique, à côté des enjeux d'intégration économique, on l'a bien vu ces dernières années, sont extrêmement essentiels pour la cohésion sociale. Alors voilà, l'ONIAM qui effectivement m'est proposé aujourd'hui est pour moi un élément important d'un parcours marqué par des enjeux autour de la santé publique, autour de la prise en compte extrêmement importante dans ce qu'on appelle la démocratie sanitaire des associations de patients, puis des enjeux aussi de sécurité sanitaire. Après tout, l'établissement français du sang a été aussi une réponse à un grand scandale de santé publique. Et puis, exercer la présidence du conseil d'administration de cet organisme qui est là pour indemniser me semble extrêmement important. Je vais rapidement, si vous le voulez bien, à la fois présenter les différentes missions de l'ONIAM et puis j'évoquerai ce que je pense être des perspectives pour cet établissement pendant la durée de ce mandat. La présentation donc de l'établissement, je vais rappeler quelques chiffres pour vous dire d'abord que l'ONIAM, et c'est important, est né avec une loi qui était la loi sur le droit des malades. D'ailleurs, j'avais fait la mission à l'IGAS sur le droit des malades avec une inspectrice générale dont je voudrais saluer la mémoire, et qui s'appelait Yvette Berger. Donc la loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de soins a organisé un dispositif de réparation amiable, gratuit et rapide des préjudices subis par les victimes des accidents médicaux d'une certaine gravité. L'objectif de cette loi est de faciliter l'indemnisation amiable des victimes par les assureurs en responsabilité civile des établissements et des professionnels de santé, sans recours aux tribunaux. La loi de mars 2002, je le rappelle aussi, permet à l'ONIAM d'indemniser au titre de la solidarité nationale des accidents médicaux liés aux aléas thérapeutiques quand aucun responsable des dommages n'a pu être identifié. Et d'ailleurs, au fil des années, le législateur a progressivement élargi les missions de l'ONIAM aux victimes des infections nosocomiales graves, aux victimes des mesures sanitaires d'urgence et des vaccinations obligatoires, aux victimes des dommages transfusionnels, notamment la contamination par le VIH, le VHC, etc., aux victimes du Mediator en 2011, aux victimes de la dépakine à la fin de l'année 2016, qui sont, comme vous le savez, des enfants exposés pendant la grossesse à des risques de malformation et de troubles du neurodéveloppement. Alors, l'ONIAM est administré par un conseil d'administration. Depuis juillet 2015, la présidence du conseil d'administration était assurée par Madame Claire Compagnon, que je salue aujourd'hui pour l'ensemble de ses actions qu'elle a pu mener brillamment pendant 2 mandats. Le conseil d'administration de l'ONIAM, vous le savez, comprend, outre son président, des représentants de l'État et puis des représentants nommés par le ministre chargé de la Santé pour une durée de 3 ans, à la fois des personnalités qualifiées, des représentants du monde associatif et puis des représentants des organismes sociaux. L'ONIAM est également géré par un conseil d'orientation qui assiste le conseil d'administration. Ce conseil d'orientation, que préside le président du conseil d'administration, est chargé d'assister l'établissement dans ces missions importantes d'indemnisation des contaminations post-transfusionnelles et des dommages vaccinaux,
ainsi que dans des missions des collèges d'experts benfluorex et valproate de sodium, qui comprend des représentants des usagers du système de santé, des représentants de l'État et puis des personnalités qualifiées. Le Conseil d'orientation se réunit en 3 formations distinctes en fonction des sujets traités et il y a 6 séances de travail par an. Concernant le fonctionnement du dispositif amiable, le siège de l'ONIAM, qui est localisé à Montreuil, en Seine-Saint-Denis, a aussi une implantation territoriale à Nancy, à Lyon et à Bordeaux. Il y a 7 pôles territoriaux qui sont présidés par des magistrats et qui organisent toute l'année des séances extrêmement importantes des commissions de conciliation et d'indemnisation sur l'ensemble du territoire national. En 2022, les CCI ont tenu 225 séances dans les territoires de métropole et d'outre-mer, avec les représentants locaux des associations d'usagers, des professionnels de santé, des établissements de santé, des assureurs ainsi que des personnalités qualifiées. Il est important d'ailleurs de souligner l'indépendance des différentes instances qui sont placées auprès de l'ONIAM. En effet, les CCI, le collège d'experts Mediator, le collège d'experts d'EPACIN sont présidés par une quinzaine de magistrats en activité ou honoraires qui sont les garants de la qualité des avis rendus, notamment du respect des règles liées à la prise en compte des positions contradictoires des parties concernées et de la bonne gestion des liens d'intérêt des experts médicaux et des membres des instances. L'ONIAM, enfin, apporte évidemment les ressources nécessaires au bon fonctionnement de ces instances en assurant la rémunération et le remboursement des frais de déplacement de leurs membres, ainsi que la gestion administrative et logistique du dispositif. Quelques chiffres, si vous le voulez bien, concernant l'activité de l'ONIAM. Depuis sa création en 2002, l'ONIAM a instruit plus de 95 000 demandes d'indemnisation, 95 000, dont 77 000 au titre des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales. Dans le rapport d'activité 2022 qui est en cours de rédaction, on peut noter que l'ONIAM a reçu environ 5 000 demandes d'indemnisation pour l'ensemble de ses missions en 2022. Sur ces 5 000, près de 4 500 demandes ont été déposées auprès des commissions de conciliation et d'indemnisation. Et ces instances ont missionné l'année dernière plus de 3 500 expertises médicales dans toute la France et émis 1 400 demandes favorables d'indemnisation. Sur le fondement de ces avis, l'ONIAM a indemnisé plus de 1 130 personnes. Et donc l'année dernière, 96% des offres de l'ONIAM ont été acceptées par les victimes des accidents médicaux. De plus, environ 140 demandes d'indemnisation ont été déposées par des victimes des contaminations d'origine transfusionnelle. Concernant les suites à des vaccinations obligatoires hors Covid-19, moins de 40 demandes ont été déposées l'année dernière. Concernant les dommages résultant d'une vaccination Covid-19, on y reviendra peut-être, à la date du 31 décembre 2022, c'était 835 demandes d'indemnisation qui ont été reçues à l'ONIAM. À cette date, près de 40 personnes avaient été indemnisées à l'amiable. Enfin, la mission d'indemnisation des victimes du Mediator s'est également poursuivie. Rappelons que l'ONIAM a reçu plus de 10 100 demandes d'indemnisation depuis la création du collège d'experts benfluorex en 2011. Et enfin, concernant la DEPACIN, l'ONIAM a reçu 3 720 demandes d'indemnisation depuis la création du dispositif, dont 165 en 2022. Alors, les données financières, vous le savez, l'ONIAM, les recettes de l'ONIAM proviennent de financement public à 92%. Ces recettes sont complétées par une subvention de 150 millions d'euros de l'assurance maladie et une subvention de l'État de près de 19 millions d'euros. La part de la dotation d'assurance maladie a d'ailleurs cru sensiblement en 2022, puisqu'elle représente presque 82% des recettes contre 72%, un peu plus de 72% en 2021. Et d'ailleurs, la subvention de l'assurance maladie correspond à la mission d'indemnisation des victimes d'accidents médicaux
et aussi des contaminations transfusionnelles. Les dépenses de l'établissement, en 2022, l'exécution budgétaire a été marquée par un niveau global d'engagement de dépenses très important, le plus important, puisque ce sont près de 212 millions plus de 212 millions qui ont été portés essentiellement par des dépenses d'indemnisation des victimes des accidents médicaux, ainsi que des victimes de la dépakine. Je rappelle que l'établissement est un établissement qui emploie 119 ETP, avec un bilan social plutôt favorable en 2022, notamment avec une mobilisation assez performante des moyens alloués, et puis un renforcement de la qualité de vie au travail suite à un accord, à une négociation d'un accord cadre très important sur le télétravail. Alors, quelles sont les perspectives d'évolution de l'ONIAM au cours des 3 prochaines années, qui est la durée du mandat sollicité devant la Commission des affaires sociales? Je vois 3 éléments et on pourra peut-être y revenir. Le premier élément qui me semble au cœur des préoccupations et de l'ONIAM et de son conseil d'administration, et aussi d'ailleurs des associations, c'est bien évidemment d'améliorer l'indemnisation des victimes. Et je pense que c'est un point essentiel que de dire qu'en permanence, l'ONIAM doit se pencher sur l'amélioration de l'indemnisation des victimes. Pour cela, je voudrais souligner devant votre commission 3 points essentiels. Nous devons travailler sur la revalorisation du référentiel d'indemnisation utilisé par l'établissement. Et je pense que cette revalorisation mériterait d'être inscrite à l'ordre du jour des travaux du conseil d'administration, même si ces travaux auront naturellement à s'inscrire dans un dialogue de gestion exigeant, mais constructif, avec les tutelles financières. Le deuxième élément, c'est bien évidemment que nous devons instruire, en lien avec les associations de victimes concernées, toutes les mesures, et c'est un sujet très important aujourd'hui, toutes les mesures permettant de simplifier les modalités d'indemnisation. Je pense que la simplification des modalités d'indemnisation des victimes, cet effort de simplification est essentiel pour plusieurs raisons. D'abord parce que la complexification peut empêcher l'accès aux droits réels. Et puis deuxième élément, parce que cette simplification doit amener à réduire les délais de l'indemnisation. Il est notamment peut-être important que de réfléchir à quelles sont vraiment les pièces indispensables à la réparation des préjudices. Il est très important, me semble-t-il, que de dire à des victimes, que de faciliter, l'indemnisation des victimes plutôt que d'accroître un chemin difficile. Je serai particulièrement sensible à ce sujet. Et puis, il doit aussi, on en parlait avec le directeur, être nécessaire d'améliorer la lisibilité de l'ONIAM auprès des usagers et de leurs représentants, je pense notamment aux associations de patients, afin de faciliter l'accès aux dispositifs amiables. L'ONIAM est un... Excusez-moi, monsieur le directeur, mais l'ONIAM est possiblement un établissement qui n'est pas assez connu. Peut-être pas assez connu dans cet élément important qui est notre système de sécurité, de sécurité sanitaire, assez peu connu du grand public et peut-être pas assez connu non plus des professionnels de santé. Nous devons sûrement développer les éléments de communication et les partenariats nécessaires à une meilleure connaissance. Donc un premier bloc autour de l'amélioration de l'indemnisation des victimes. Le deuxième point et deuxième axe important, c'est la consolidation de la mission de recouvrement des créances de l'établissement. Il y a quelques années, la question du recouvrement des créances de l'ONIAM avait fait l'objet d'un rapport de la Cour des comptes dont le moins qu'on puisse dire était qu'il était sévère, voire très sévère, et qui a conduit d'ailleurs l'établissement à revoir, avec l'appui de la Direction générale des finances publiques, l'organisation de ces opérations. Incontestablement, il faut regarder les chiffres, des progrès ont été faits dans ce domaine, puisque depuis 2018, plus de 8500 ordres de recouvrement ont été
émis par l'établissement contre les assureurs industriels de santé mis en cause pour un montant de 215 millions d'euros. Les montants effectivement recouvrés depuis le 1er janvier 2018 s'élèvent à plus de 90 millions d'euros, ce qui représente un taux de recouvrement de près de 82%, hors assignation devant les tribunaux, conduisant à la suspension des actions de recouvrement de l'agence comptable de l'ONIAM. En tant que président de l'ONIAM, je serai attentif, vigilant, exigeant pour que ce sujet puisse améliorer les efforts déjà engagés au cours des dernières années. Et puis, et je m'en arrêterai là, le troisième axe important, c'est bien évidemment de poursuivre la modernisation de l'ONIAM. Cette modernisation de l'ONIAM doit passer notamment par la mise en œuvre d'un nouveau schéma directeur du système d'information. L'ONIAM est encore, comme beaucoup d'autres parties de l'administration française d'ailleurs, encore un royaume du papier. Et je crois qu'aller vers plus de digitalisation doit améliorer la simplification, même si par ailleurs, nous devons évidemment à la fois offrir aux demandeurs un service dématérialisé de qualité, notamment avec une amélioration de la transmission des pièces justificatives, mais il faut faire attention à ce que à la fois ces éléments soient stockés correctement, et puis également que cette digitalisation n'accroisse pas la distance que certaines victimes pourraient avoir par rapport à des éléments de digitalisation qu'ils maîtrisent mal. La modernisation, c'est aussi s'assurer, et c'est sûrement un point qui manque aujourd'hui à l'ONIAM, c'est s'assurer de la qualité du service rendu et de la prise en compte des attentes des victimes. Et de ce point de vue-là, il est sûrement nécessaire de voir comment nous pourrions construire un baromètre de satisfaction, des enquêtes de satisfaction, afin à la fois de mesurer l'efficacité, mais aussi de mesurer la qualité du service rendu par l'Office. Voilà, mesdames et messieurs les députés, quelques engagements. Je suis très heureux de me présenter devant vous pour une mission qui, me semble-t-il, est essentielle et qui devrait poursuivre, je l'espère en tout cas utilement pour les citoyens, la mission qui sera encore la mienne jusqu'à la fin du mois de septembre à l'établissement français du sang. Très bien, merci bien. Donc je vais tout de suite passer la parole à Monsieur Paul Christophe, qui est le référent pour l'ONIAM. Chers collègues. Merci Madame la Présidente, mes chers collègues, Monsieur Toujas, Monsieur Leloup, en tant que représentant de l'Assemblée nationale au Conseil d'administration de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affectations iatrogènes et des infections nosocomiales, je tenais à vous faire part de quelques éléments d'analyse du bilan des actions menées par l'ONIAM ces dernières années et de ses objectifs futurs. Vous l'avez dit, créée par la loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades, l'ONIAM est une instance offrant la possibilité aux patients de demander un règlement des accidents médicaux subis par la voie amiable et ainsi une indemnisation plus rapide des victimes. L'ONIAM travaille alors avec les commissions de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux, les CCI, j'y reviendrai, et la Commission nationale des accidents médicaux. Elle constitue une alternative aux tribunaux plus qu'utile, même si, rappelons-le, la voie du contentieux reste toujours possible. Cette procédure a l'avantage de ne supposer aucun frais de procédure et les expertises médicales y sont gratuites. Le 22 mai dernier, j'ai été invité par monsieur Sébastien Leloup, donc directeur de l'ONIAM, à venir échanger avec les équipes et découvrir les locaux du siège de Montreuil. Je dois vous dire, mes chers collègues, monsieur Toujas, que j'y ai vu des professionnels à la tâche, investis dans leur mission et déterminés à toujours aller plus loin dans l'accompagnement des victimes. Je salue l'organisation de cette instance où travaillent conjointement des magistrats, des juristes, des indemnisateurs et des médecins afin de protéger les droits des patients. Le rapport d'activité de l'ONIAM pour 2021 le démontre, les résultats sont bons malgré l'augmentation du nombre de dossiers à traiter. Il ressort de ce rapport l'existence d'une amélioration de l'indemnisation des victimes. En effet, les dépenses d'indemnisation s'élèvent pour 2021 à 180 millions d'euros, soit 33,7% de plus que l'année précédente. Le montant moyen d'indemnisation est lui passé de 92 000 euros en 2017 à 142 000 euros en 2021. De plus, cette indemnisation se fait toujours au plus proche des patients. Cela se traduit notamment par l'organisation par les CCI en 2021 de plus de 230 séances délocalisées sur nos territoires afin d'échanger directement avec les victimes et de faire connaître le dispositif. Sur les dossiers traités en 2021, notons que 37% ont reçu un avis favorable à une demande d'indemnisation,
devant maintenant être instruites. Il est utile également de rappeler que les offres d'indemnisation de l'ONIAM sont acceptées dans 95% des cas, vous l'avez dit. Au total, depuis sa création, l'ONIAM a instruit plus de 95 000 dossiers de demande d'indemnisation, l'écrasante majorité étant des dossiers d'indemnisation d'accidents médicaux. Rien qu'en 2021, ce sont 4 500 dossiers qui ont été traités par les équipes des CCI et de l'ONIAM, avec une tendance à la hausse en 2022. Nous attendrons effectivement les derniers éléments du rapport. J'ai la conviction que ce dispositif exceptionnel d'aide aux victimes doit poursuivre sa démarche. Cependant, les équipes rencontrées sur place ont toutes souligné un travail à flux tendu. L'ONIAM a besoin, pour répondre qualitativement et quantitativement aux demandes toujours plus complexes des patients, de juristes notamment. L'ONIAM a bénéficié en 2021 d'un relèvement du plafond d'emploi à 119 équivalents temps plein. Et l'année a aussi été marquée par une revalorisation de la rémunération des experts médicaux missionnés par les CCI et l'ONIAM. Ces mesures étaient indispensables à la fidélisation des talents et participent de l'attractivité de la structure. Ces augmentations budgétaires doivent, à mes yeux, se poursuivre afin d'offrir les moyens humains et financiers à l'ONIAM pour assurer dans les meilleures conditions ses nombreuses missions. Aussi, Monsieur Toujas, je souhaiterais vous interroger sur votre vision de l'organisation actuelle et de cette évolution possible en termes d'équivalent temps plein pour vous permettre de mieux assurer vos ambitions. Mais également, vous l'avez touché du doigt, comment mettez-vous en perspective cette amélioration de la communication? Alors, vous avez effectivement évoqué la relation avec les associations de patients, mais comment demain aller plus loin? On se rend compte aujourd'hui que l'ONIAM souffre peut-être encore d'un déficit de visibilité et qu'il y a là un axe important de progrès à proposer. Voilà, cette instance, vous l'avez compris, constitue également à mes yeux une avancée importante pour les droits des patients qu'il nous faut absolument préserver. Je vous remercie. Merci bien. Madame Stéphanie Rist, pour le groupe Renaissance. Merci, Madame la Présidente. Mes chers collègues, je vous remercie, Monsieur le Président Toujas, pour la clarté de votre introduction qui dresse une vision d'ensemble des enjeux actuels et à venir de l'ONIAM, une vision de responsabilité. Je tiens en premier lieu à vous féliciter pour les plus de 10 ans que vous avez consacrés à la présidence de l'établissement français du sang. Nous sommes pour autant réunis aujourd'hui pour discuter de votre nomination envisagée aux fonctions de président du conseil d'administration de l'ONIAM. Compte tenu des enjeux actuels et à venir de l'ONIAM, j'ai quelques questions pour mieux comprendre les orientations que vous souhaiteriez mener au sein de l'Office. D'abord, une première concernant l'adaptation aux évolutions médicales. Celles-ci sont rapides, constantes, exigent peut-être aussi une adaptation de l'ONIAM. Pouvez-vous nous faire part de votre stratégie pour garantir que l'ONIAM sera en mesure de répondre aux nouveaux types d'accidents médicaux découlant des progrès technologiques, des traitements innovants? Comment peut-on assurer une indemnisation adéquate des victimes dans des situations complexes, notamment avec l'arrivée de l'intelligence artificielle dans la prise en charge des patients? Une autre remarque concernant la transparence et l'efficacité, qui sont des éléments clés du processus d'indemnisation. Pourriez-vous nous indiquer quelles mesures vous sembleraient nécessaires pour renforcer cette transparence des critères d'indemnisation et réduire le délai dont vous avez déjà un peu parlé? La réforme de 2019 a apporté par ailleurs des changements significatifs au dispositif d'indemnisation. Selon vous, quelles sont les leçons à tirer de cette réforme? Quelles évolutions seraient encore nécessaires? Merci beaucoup. Merci bien. Madame Christine Loire pour le Rassemblement national. Merci Madame la Présidente, merci Monsieur Toujas. Je tiens tout d'abord à vous remercier de votre présence aujourd'hui. Dans la mesure où vous êtes pressenti pour remplacer Claire Compagnon à la tête du conseil d'administration de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et nosocomiales, le groupe Rassemblement national a quelques interrogations sur vos intentions une fois nommées. Notre préoccupation première est l'intérêt des Français. C'est pourquoi nous avons besoin de garanties à votre égard. L'ONIAM étant un organisme phare de notre modèle social. Prenons un exemple, le scandale de la Dépakine. Les crédits destinés au dispositif d'indemnisation des victimes est continuellement sous-exécuté. La sous-exécution du dispositif d'indemnisation, en particulier par le non-recours au dispositif à cet égard, nous observons un écart entre les prévisions, le nombre de dossiers déposés à l'ONIAM, environ 850 au milieu de l'année 2022, et les données épidémiologiques. Dans son rapport de 2018, l'Agence nationale de sécurité du médicament et les produits de santé relevait d'ailleurs qu'entre 2150 et 4100 enfants souffriraient de malformations et qu'entre 16 600 et 30 400
connaîtraient des troubles neurodéveloppementaux. Le constat est donc simple. Il y a un manque cruel d'informations pour faire savoir aux personnes quels sont leurs droits. Si vous êtes effectivement nommé, vous serez en première ligne et pourrez ainsi réformer l'accès à l'indemnisation. Sachez que nous sommes prêts à soutenir votre prise de fonction et travailler avec vous. Mais pour cela, c'est avant tout à vous de nous dire si oui ou non vous êtes dans une option de changement dans le seul intérêt des Français. Je vous remercie. Merci bien. Madame Isabelle Valentin pour le groupe Les Républicains. Merci Madame la Présidente. Monsieur Toujas, je vous remercie donc des premiers éléments que vous nous avez fournis et des différentes propositions effectivement que vous nous avez exposées. Je tiens aussi à vous remercier pour tout le travail que vous avez effectué à l'EFS. Donc j'ai plusieurs remarques. Moi, en 2017, le rapport de la Cour des comptes dressait un constat assez accablant sur l'activité de l'ONIAM. En effet, ce rapport pointait notamment une gestion laxiste, des délais trop longs, des rejets de dossiers au détriment des victimes et des défaillances et des anomalies comptables. La Cour expliquait que la victime avait été trop souvent oubliée par l'institution. Depuis 2017, la situation semble s'être améliorée. Sur un autre sujet, ma collègue en a parlé, c'est le dispositif d'indemnisation des victimes de la dépakine qui a été mis en place en 2017. Donc, comme l'a dit ma collègue, on estime entre 2150 et 4100 enfants qui souffriraient de malformations et entre 16 600 et 30 000 qui connaîtraient des troubles neurodéveloppementaux. Les dossiers sont toujours très longs, les démarches d'indemnisation sont complexes pour les familles, les indemnisations sont souvent moins intéressantes que celles décidées par les juridictions civiles et les procédures connaissent des délais très importants. J'ai bien entendu tout à l'heure dans vos propos que vous aviez à cœur de simplifier les démarches afin de rendre ce dispositif plus efficace et d'améliorer les axes d'indemnisation et nous ne pouvons que vous en féliciter. En 2021, Olivier Véran était ministre de la Santé et avec le gouvernement, ils ont étudié l'éventualité de fusionner ou de rapprocher l'ONIAM et le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante. En effet, selon le gouvernement de l'époque, cette fusion permettrait de donner aux deux organismes davantage de moyens et de visibilité en renforçant leur efficacité. Toutefois, pour l'association des victimes de l'amiante, cette fusion entre les deux organismes n'ont ni la même efficacité, ni le même fonctionnement, ni les mêmes barèmes, ni les mêmes méthodes de traitement de dossier et risquerait de se traduire par une dégradation de la qualité de service et par un allongement des délais et une baisse des indemnisations. Si vous êtes élu président de l'ONIAM, agirez-vous en faveur de ce projet de fusion ou pas? Merci bien. Monsieur Cyril Isaac-Sibille pour le groupe démocrate, modem et indépendant. Merci Madame la Présidente. Chers collègues, Monsieur François Toujas, merci bien pour votre présentation. Qu'est-ce qu'un accident médical? Qu'est-ce qu'une affection iatrogène? Quelle conduite devons-nous avoir vis-à-vis des dispositifs médicaux et des avis de sociétés savantes recommandant ces dispositifs médicaux? Je souhaiterais profiter de cette audition pour mettre un éclairage sur l'affaire des implants Essure, dispositif médical de stérilisation massive, définitive, commercialisé en France jusqu'en 2017 et ayant laissé d'importantes séquelles aux femmes porteuses de cet implant. Plus de 200 000 femmes ont eu recours à ce dispositif médical depuis 2002. Elles sont nombreuses à avoir déclaré des effets secondaires indésirables, particulièrement invalidants, des troubles locaux, des troubles généraux, à titre de perte de mémoire, troubles de la vision. À ce jour, plus de 22 000 femmes ont été contraintes, pour ne plus subir ces conséquences néfastes induites par ce dispositif, de subir une ablation de leur trompe et même une hystérectomie. Sans nul doute, les femmes ignorant les risques associés à ce dispositif médical doivent être mises au courant des dangers potentiels. De plus, les effets secondaires indésirables des patientes ayant eu recours à cet implant doivent nécessairement être reconnus par une indemnisation. L'errance médicale doit cesser. Un protocole de prise en charge médicale iatrogénie à cette implantation doit être mis en place. Comme vous l'avez rappelé, l'ONIAM a pour mission d'organiser le dispositif d'indemnisation amiable, rapide, gratuit, des victimes d'accidents médicaux fautifs. Je revenais sur les définitions. Qu'est-ce qu'un accident médical? Qu'est-ce qu'une pathologie iatrogène? Ainsi, voici mes questions. Avez-vous été saisi des demandes d'indemnisation concernant ces implants Essure?
Envisagez-vous de mettre en place un dédommagement pour toutes ces patientes et où est-ce qu'en est le processus et combien de temps devront attendre ces femmes pour que ces accidents, ces infections soient reconnus et indemnisés? Je vous remercie. Merci bien. Monsieur Joël Aviragnet pour le groupe socialiste et apparenté NUPES. Merci, Madame la Présidente, chers collègues, Monsieur Toujas. Alors que votre nomination comme président du conseil d'administration de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux est envisagée, les députés socialistes et apparentés se félicitent de celle-ci. Je souhaite aujourd'hui vous interroger sur l'état actuel du dispositif d'indemnisation des victimes de la dépakine, médicament produit par Sanofi. La prise de ce médicament contre l'épilepsie par des femmes enceintes a causé des dommages importants sur le développement des enfants, on le sait tous. Ainsi, le rapport Klinger de septembre dernier a montré que le dispositif d'indemnisation des victimes du valproate de sodium était loin d'être satisfaisant. Le taux de non-recours semble être toujours très important, alors que des dizaines de milliers d'enfants ont subi des troubles du développement à cause de ce médicament. Bien que la réforme de 2019 ait amélioré la procédure d'indemnisation, les victimes semblent toujours préférer la voie judiciaire plutôt qu'un règlement amiable, notamment pour les cas les plus graves. Cela est attesté par la sous-exécution des crédits dédiés. Alors que le rapport Klinger mettait en lumière des retards d'indemnisation pour expliquer ce non-recours, nous aimerions connaître votre stratégie pour décharger les juridictions contentieuses et encourager les victimes à se tourner vers la procédure d'indemnisation de l'ONIAM. De plus, le refus du laboratoire Sanofi de participer à cette indemnisation amiable pose la question plus large de nos procédures d'indemnisation publique des accidents médicaux. L'indemnisation par l'ONIAM est nécessaire, notamment pour les victimes, mais comment pourrions-nous mettre en contribution les principaux responsables de ces scandales, c'est-à-dire les laboratoires pharmaceutiques qui évitent de prendre leurs responsabilités? Je vous remercie. Merci bien. La parole est à Monsieur François Gernigon pour le groupe Horizon et apparentés. Merci Madame la Présidente, Monsieur Toujas. Merci pour votre présentation qui m'a permis de mieux comprendre le fonctionnement et les missions de l'ONIAM. Je tiens d'abord à saluer votre parcours qui vous conduit aujourd'hui devant notre commission pour votre candidature au poste de président du conseil d'administration de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux. Cette institution, qui a un peu plus de 20 ans d'existence, a nettement montré l'importance de son activité. Votre expérience, notamment en tant que président de l'établissement français du sang, vous sera très certainement précieuse. J'aimerais vous interroger sur deux éléments. Le premier, sur l'aspect financier et l'action que vous anticipez, notamment après que l'ONIAM se voit vu confier en décembre 2020 une nouvelle mission d'indemnisation des victimes de la campagne de vaccination contre le Covid-19. Combien d'indemnisations, combien de demandes? La deuxième porte sur l'élargissement au fur et à mesure, ces dernières années, de missions d'indemnisation de l'ONIAM aux victimes des vaccinations obligatoires, mais aussi aux victimes des dommages transfusionnels, par exemple, que vous devez connaître. Cependant, il n'a pas la mission d'indemniser tous les dommages transfusionnels, mais certains d'entre eux, les autres étant mission de l'EFSS, Je souhaite vous interroger sur ce que vous pensez de potentiels élargissements à l'avenir des missions et critères d'indemnisation pour éventuellement plus de clarté, si vous le pensez nécessaire. Je vous remercie. Merci bien. Madame Sandrine Rousseau pour le groupe écologiste NUPES. Merci Madame la Présidente. Monsieur Toujas, je profite tout d'abord de votre présence pour saluer l'existence d'un organisme comme l'ONIAM. Cet office chargé de la prise en charge des victimes d'accidents médicaux est une spécificité française qui peut tous et toutes nous rendre très fiers, car il dit notre attachement à la solidarité nationale, mais aussi à notre volonté de toujours garder un regard critique sur la science et ses potentielles erreurs. Oui, des erreurs médicales peuvent advenir. Oui, des accidents sanitaires peuvent se produire. Reconnaître ce fait simple, c'est participer à une meilleure confiance des personnes dans notre système de soins. Si l'existence de l'ONIAM est une chance, je souhaiterais tout de même avoir quelques éclairages sur le pilotage de l'organisme. En effet, cela fait déjà plusieurs années consécutives que l'ONIAM est accusé de retard important dans le traitement des dossiers de demande d'indemnisation. Un rapport de 2022 réalisé par nos collègues du Sénat estime à 34 mois le délai moyen de traitement des dossiers relatifs à la dépakine. Avant cela, les retards de traitement concernant les victimes du vaccin H1N1 avaient déjà été mis en avant. Pour rappel, votre organisme s'est engagé à tenir des délais de 6 mois pour traiter les dossiers. Ma première question est donc la suivante. Si vous prenez la tête de l'ONIAM,
Quelle sera votre feuille de route en termes d'amélioration des délais de traitement des dossiers? Par ailleurs, suite au traitement de leurs dossiers, de nombreuses victimes ont exprimé leur perplexité quant aux critères à la source du mécanisme d'indemnisation. En effet, un seuil de gravité est posé, tout comme un référentiel d'indemnisation financière. Si ces critères sont évidemment nécessaires au travail transparent des experts, de nombreuses victimes et leurs avocats interrogent de manière régulière les seuils fixés et dénoncent des taux d'indemnisation bien trop bas par rapport aux indemnisations qu'il serait possible de recevoir en passant par la justice. Les services de l'ONIAM ont-ils connaissance de ces retours et envisagent-ils de repenser leur processus? Ensuite, quelle sera votre stratégie concernant le non-recours? Au regard des chiffres sur le non-recours au droit, il est fort probable qu'aujourd'hui, l'ONIAM ne soit pas sollicité par un grand nombre de personnes qui pourraient pourtant en avoir besoin. Et j'appuie ce qu'a dit M. Isaac Sibyl sur l'immense sujet sur les implants et sur la non-prévenance des femmes qui en ont eu implanté dans les dernières années, qui ne sont pas prévenues des dangers qu'elles encourent et qui ne sont pas suivies médicalement de manière particulière. Que faire face à cela alors qu'on sait maintenant les dangers de ces implants? Ce fut le cas pour les victimes de la dépakine aussi. Alors qu'elles se comptaient par dizaines, moins de 1000 dossiers furent analysés par l'ONIAM. Très bien, Madame la députée. Monsieur Yannick Monnet pour la gauche démocrate et républicaine NUPES. Merci Madame la Présidente, Monsieur Toujas. La loi Kouchner 2004 a figuré une avancée majeure dans l'indemnisation des victimes d'accidents médicaux. En effet, en consacrant l'indemnisation des accidents médicaux non fautifs les plus graves et en la confiant à l'ONIAM, créé pour l'occasion, le législateur a fait du droit français un droit particulièrement protecteur des victimes. Toutefois, en 2016, un rapport de la Cour des comptes pointait avec justesse les dérives dans la gestion de l'ONIAM. Didier Migaud, alors président de la Cour des comptes, avait déclaré « La victime a été trop souvent oubliée par l'institution pourtant chargée d'en protéger les intérêts ». Certains s'étaient alors prononcés pour une réforme profonde de l'ONIAM. Finalement, seul un changement de direction fut décidé. Quelques années plus tard, en 2021, c'est l'IGAS qui identifiait un certain nombre de difficultés au sein de l'ONIAM, en pointant du doigt notamment le très haut niveau de turnover et les difficultés de recrutement d'experts, l'obsolescence des systèmes d'information ou encore le besoin de modernisation des pratiques comptables. À la lecture du dernier rapport d'activité de l'ONIAM, on peut observer que les dépenses d'indemnisation ont progressé, que les délais moyens de traitement des dossiers se sont améliorés et que la rémunération des experts médicaux a été revalorisée. Mais de sérieux problèmes subsistent, s'agissant notamment de l'indemnisation des victimes de la dépakine. Un rapport du Sénat adopté en septembre dernier est édifiant. Alors que les prévisions initiales évaluaient la dépense à 77,7 millions d'euros par an, l'exécution annuelle du dispositif jusqu'en 2021 n'a jamais dépassé 16,8 millions d'euros. En cause, des demandes insensées adressées aux victimes, avec des dossiers de plusieurs centaines de pages à remplir, des justificatifs médicaux et parfois même des justificatifs de déplacement à fournir, datant de plusieurs décennies. Enfin, les délais de traitement des dossiers sont excessivement longs, 32 mois en cas d'acceptation, 34 mois en cas de rejet. Quant au barème d'indemnisation, il s'avère de 30 à 40% inférieur à ceux des tribunaux civils. Les indemnisations au titre d'une vaccination H1N1 sont également à la traîne, avec des victimes en attente depuis plusieurs années. On peut légitimement se demander comment vont être abordées les demandes d'indemnisation des victimes de la vaccination Covid-19. Ainsi, en tant que futur président du conseil d'administration de l'ONIAM, quelle est votre analyse sur cette situation largement insatisfaisante? Comment faire, selon vous, pour que de nombreuses victimes ne se sentent plus prises au piège d'une procédure impossible et que l'ONIAM ait les moyens de remplir pleinement ses fonctions? Je vous remercie. Merci bien. Alors, je vais passer donc aux questions de députés. Soyez concis, mes chers collègues. Monsieur Thibault Bazin. Merci Madame la Présidente. Monsieur Toujas, nous vous auditions ce matin au sein de notre commission des affaires sociales puisqu'il a envisagé votre nomination aux fonctions de président du conseil d'administration de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales. Vous avez évoqué les enjeux liés au dispositif d'indemnisation amiable, rapide et gratuite des victimes d'accidents médicaux. Bien sûr, ces victimes souhaitent être indemnisées. Ces victimes espèrent aussi que de tels accidents ne se reproduisent plus. La loi du 4 mars 2002, qui avait créé l'ONIAM, était relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé. En effet, de par votre connaissance et votre analyse des accidents médicaux, les demandes reçues d'indemnisation peuvent nourrir la réflexion pour améliorer la qualité de notre système de santé. Placé auprès de l'ONIAM, l'Observatoire des risques médicaux avait notamment pour vocation de mesurer l'évolution et l'importance des sinistres intervenus dans le domaine des accidents médicaux et des infections nosocomiales. Alors que l'importance du problème du coût humain et financier des accidents médicaux est régulièrement soulignée,
alors que la connaissance de la sinistralité est un facteur de prévention, alors que la loi prévoit un rapport annuel à transmettre au gouvernement, l'Observatoire des risques médicaux ne semble plus produire de données. Son dernier rapport daterait de 2015, d'après le site de l'ONIAM. Dans quelle mesure, monsieur le futur président peut-être, le développement des connaissances par l'ONIAM pourrait diminuer les accidents médicaux? Très bien. Monsieur Didier Legac. Merci Madame la Présidente. Eh bien, Monsieur Touja, eh bien, écoutez, heureux de vous retrouver au sein de cette commission pour cette nouvelle audition. Ça a été dit, la mission de l'ONIAM depuis la loi Kouchner de 2002 a été élargie aux victimes d'infections nosocomiales graves, d'accidents médicaux, de vaccinations, de transfusions contaminantes, du Benufluorex, le Mediator que l'on connaît bien à Brest et pour cause, ou encore d'acide valproïque, le fameux Dépakine. Le montant des indemnisations a atteint 142 500 € en 2021. Ce qui reflète bien l'impact positif des mesures de revalorisation du barème d'indemnisation instauré en 2016. Je voulais savoir à mon tour que vous inspirent les critiques formulées par le Sénat concernant le dispositif d'indemnisation des victimes de la Dépakine et comment l'ONIAM donc peut-il améliorer le traitement des demandes d'indemnisation en volume et en durée. Et puis enfin, je n'avais pas prévu de le dire, mais comme ma collègue Isabelle Valentin, je vous dis ici en tant que président du groupe d'études de l'amiante à l'Assemblée nationale que je resterai vigilant pour qu'il n'y ait pas de fusion entre le FIVA et l'ONIAM. Et je rappelle que les associations de victimes de l'amiante ne veulent surtout pas d'une fusion entre les deux. Voilà, merci. Merci bien. Monsieur Yannick Neuder. Madame la Présidente, Monsieur Toujas, merci effectivement de pouvoir permettre cette audition si effectivement vous accédez aux fonctions de président du conseil d'administration de l'ONIAM. Tout d'abord, je voudrais effectivement, ça a été rappelé par nombreux de mes collègues, mais saluer effectivement l'existence de cet Office national d'indemnisation des accidents médicaux et des affections iatrogènes et des affections nosocomiales, car c'est un organisme qui ouvre une voie parallèle ou supplémentaire à la voie judiciaire pour les victimes d'accidents médicaux. On rappelle qu'il met à disposition un titre gratuit et permet d'obtenir réparation des préjudices de soins sans aller au tribunal. Vous serez en charge d'une mission qui ne se substitue naturellement pas à la justice, mais qui est tout aussi importante, car elle incarne une forme de solidarité vis-à-vis de nos concitoyens qui font face à ces situations dramatiques. Je le dis comme député, mais surtout comme médecin, où j'ai parfois envoyé beaucoup de patients vous consulter. Néanmoins, cet organisme a fait l'objet de critiques qui perdurent concernant ses dysfonctionnements. Des délais trop longs, des manquements concernant la procédure d'indemnisation des victimes. C'est une source de grande déception et de frustration pour de nombreuses victimes qui se déportent alors vers les tribunaux et des procédures plus coûteuses en espérant une meilleure prise en charge. Il me semble que cette audition est une occasion idéale pour revenir sur ces problématiques. On peut citer, cela a déjà été fait, sur les demandes de prise en charge d'indemnisation liées au scandale de la Dépakine. Plus de 30 000 enfants souffrent de troubles neurovégétatifs et de développement cérébraux, pour lequel un rapport sénatorial a pointé en fin d'année de nombreux manquements. Le rapport souligne en effet des montants d'indemnisation inférieurs de 30 à 40% par rapport à ceux obtenus sur les voies de la justice et des délais allant de 34 mois alors qu'il est théoriquement plafonné à 6 mois. On peut également citer les scandales de l'isoméride et du Mediator et leurs complications à type d'hypertension artérielle pulmonaire et plus grave d'atteinte de valves cardiaques et les prothèses, comme ça a été fait par Isaac Sibyl, des prothèses PIP pour lesquelles les dysfonctionnements d'indemnisation similaires ont été rapportés. Des Français continuent donc à pâtir lourdement, voire fatalement de ces produits, ce qui témoigne d'un besoin continu de soutien et d'indemnisation. Mes deux questions sont simples. Quelles conclusions pouvez-vous tirer de ce rapport sénatorial et pouvez-vous nous préciser les pistes d'amélioration du dispositif d'indemnisation à l'aube de votre prise de fonction, notamment en termes de moyens et ressources humaines dont aurait besoin l'ONIAM afin d'améliorer le traitement de ces dossiers? Je vous remercie. Très bien. La parole est à Madame Justine Gruet. Merci Madame la Présidente, chers collègues. Monsieur Toujas, tout d'abord, merci de votre présentation. Je m'interroge sur l'organisation dans les hôpitaux de nos territoires, à savoir quel déploiement est mis en œuvre pour être mieux connu dans les territoires ruraux comme dans le Jura. Ensuite, on parle d'une évolution plutôt à la hausse. C'est une question. Les déclarations à la fois d'accidents médicaux, d'affections iatrogènes
ou de maladie nosocomiale est-elle faite par le corps médical ou administratif ou est-elle faite uniquement par les patients? Et je salue bien évidemment la volonté de simplifier les démarches. Nous sommes dans une société de plus en plus procédurière. Comment garantissons-nous un niveau de confiance important pour nos médecins pour continuer de créer des vocations et de créer ce lien de relations thérapeutiques de confiance? Ensuite, quelle prévention pouvons-nous faire dans les établissements et mettre en place pour continuer à diminuer le nombre de maladies nosocomiales sans ajouter de l'administratif à nos structures? Mais nous avons toujours plus de mal à quantifier l'impact de la prévention plutôt que de la réparation. Il apparaît pourtant essentiel de renforcer cette prévention car tout un chacun préfère bien évidemment ne pas avoir recours à une indemnisation, mais se faire soigner en toute sécurité. La parole est à Nicolas Turquois. Merci Madame la Présidente. Heureux de vous réaccueillir Monsieur Toujas dans cette commission. Je ne sais pas si c'est la période estivale, mais je suis arrivé sur cette audition en touriste, c'est-à-dire sans avoir travaillé le sujet, en m'appuyant sur mon collègue Cyril Isaac-Sibyl. Vous avez parlé d'un manque de notoriété. Je n'avais jamais entendu parler de l'ONIAM. Alors, je ne suis pas issu du champ médico-social, je ne connais pas l'ONIAM. Et je vous avoue qu'après votre présentation, je ne suis pas bien sûr d'avoir compris quel est le champ de son intervention et comment elle procède. Le champ, ça concerne les accidents, par exemple, à l'hôpital public ou aussi dans les hôpitaux privés. Est-ce que ça peut concerner les deux? Est-ce que ça peut concerner des libéraux? Je pense, par exemple, la chirurgie esthétique. Est-ce que ça peut être dans le champ du sujet des actions de l'ONIAM? Ça, c'est le premier point. Deuxième point, c'est comment se fait le travail. J'ai l'impression que vous parlez d'un rôle de médiation, mais d'un autre côté, j'ai l'impression que vous financez. Donc, à un moment donné, quand on fait le médiateur, on n'est pas le financeur. Est-ce que vous vous retournez après vers les établissements? Est-ce que vous vous retournez après vers les fabricants de produits de traitement, de médicaments? Donc, j'aimerais avoir ces précisions-là. Et puis, comment se concilie la médiation et le contentieux? Parce que le médiateur, il me semble qu'il y a des procédures contentieuses. Donc, je ne vois pas comment cela fonctionne en faisant de la médiation pour certains, de l'amiable pour certains et du contentieux pour d'autres. Voilà. Et enfin, dernière chose en matière de financement, les labos, est-ce qu'ils vous alimentent par une taxe? Puisque ça me semblerait logique sur des conséquences potentielles, mais j'ai besoin vraiment d'éclaircissements sur le fonctionnement de l'ONIAM. Très bien. Madame Katiana Levavasseur. Merci Madame la Présidente. Monsieur Toujas, au-delà de l'affaire Dépakine, je souhaite attirer votre attention sur la question de l'effectivité de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, créé en 2002, pour gérer le système d'indemnisation des victimes d'accidents médicaux. Pourtant, fabuleuse invention, symbole de la solidarité à la française, l'ONIAM et notamment sa gestion suscite encore des critiques, déjà soulevées par la Cour des comptes en 2016. Aussi, malgré une revalorisation du barème d'indemnisation décidée par le Conseil d'administration en 2019, l'ONIAM fait toujours face à des reproches concernant ses offres d'indemnisation, inférieures à celles accordées par les tribunaux, ainsi que pour son manque de flexibilité dans les négociations avec les victimes. C'est sur ce dernier point, en effet, l'établissement public semble refuser de discuter de ces offres, obligeant ainsi les victimes à les accepter ou à les rejeter intégralement. Par ailleurs, les délais de traitement sont très longs, d'autant que si une victime décide de saisir un tribunal ordinaire sur la base du rapport d'expertise présenté par la Commission de conciliation et d'indemnisation, l'ONIAM pourra demander une nouvelle expertise médicale, ce qui rajoute encore des délais supplémentaires fragilisant un peu plus les victimes. Comment prévoyez-vous de remédier à cette situation? Ne pensez-vous pas qu'il serait opportun de réformer encore un peu ce dispositif essentiel? Merci. Merci bien. Madame Josiane Corneloup. Merci Madame la Présidente. Monsieur Toujas, merci de vos propos introductifs qui, je trouve, vont plutôt dans le bon sens. Faciliter l'indemnisation des victimes, améliorer la lisibilité, consolider la mission de recouvrement sont, à mon sens, indispensables. Je reviendrai sur ce qu'ont évoqué un certain nombre de mes collègues concernant l'éventualité de fusionner ou de rapprocher l'ONIAM et le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante. L'idée de cette fusion était préconisée par l'IGAS et par l'IGF. Selon le gouvernement de l'époque, cette fusion permettrait de donner à ces deux organismes davantage de moyens et de visibilité, renforçant ainsi leur efficacité.
Toutefois, pour l'Association des victimes de l'amiante, cette fusion entre ces deux organismes qui n'ont ni la même efficacité, ni le même fonctionnement, ni les mêmes barèmes et ni les mêmes méthodes de traitement des dossiers risquerait de se traduire par une dégradation de la qualité des services, par un allongement des délais et enfin par une baisse des indemnisations. En tant que membre du groupe d'études amiante, je partage pleinement cet avis. Dans un second temps, le gouvernement avait indiqué que cette fusion n'était plus à l'ordre du jour, mais qu'il restait attentif à toutes les propositions qui pourraient émaner des instances pour renforcer les synergies entre les deux structures, notamment en matière de partage d'expertise et de bonnes pratiques métiers. Aussi demain, si vous êtes élu président de l'ONIAM, quelle sera votre position par rapport à cette fusion? Je vous remercie. Merci bien. Eh bien, écoutez, après ces nombreuses interventions, vous avez la parole, Monsieur Toujas, pour des éléments de réponse. Bien, écoutez, c'est toujours un exercice un tout petit peu difficile, hein, parce que, d'abord, je vous rappelle, je ne suis pas président élu, mais désigné, donc voilà, et je ne suis pas encore désigné, et je suis encore président de l'établissement français du sang. Il y a certaines incompatibilités, et donc la nomination se fera une fois que le parcours de désignation obligatoire sera fait. Voilà, peut-être je vais essayer de répondre. Désolé, peut-être pas complètement, mais j'accepterai toute invitation complémentaire pour essayer d'être le plus complet possible. Alors tout d'abord, merci Monsieur Christophe de ce que vous avez dit. Je crois effectivement, l'ONIAM l'ONIAM est une création très importante. Elle est très importante parce qu'elle est au cœur d'une réflexion globale qui essaie d'allier deux choses. Un, le fait qu'il y a des accidents médicaux et qu'il faut les réparer. Et en même temps, cette réparation, j'y reviendrai, doit servir à améliorer le pilotage global de la qualité du système de soins. Voilà. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, on voit bien que les critiques qui ont été apportées à l'ONIAM, sûrement justifiées, puisque c'est la Cour des comptes et l'IGAS qui les ont faites, ont trouvé, je voudrais le dire très, très sincèrement devant le directeur, que je n'ai pas nommé, donc voilà, ont trouvé quand même des réponses, puisqu'aujourd'hui, l'ONIAM, ça va mieux. Je pense, monsieur le député, d'ailleurs, que vous avez pu le constater. Et quand on dit ça va mieux, ça veut dire quand même que les victimes sont aujourd'hui mieux indemnisées plus rapidement et que c'est au cœur de la mission. Il y a un vrai sujet de visibilité de l'ONIAM. Moi, j'en conviens. Et ça signifie que si un président de conseil d'administration, ça sert à quelque chose, ben, je pense qu'il faudra que je prenne mon bâton de pèlerin, qu'on aille développer des partenariats avec toute une série d'acteurs à la fois du monde de l'assurance, mais également du monde médical, et puis aussi peut-être des laboratoires pharmaceutiques. Et donc, c'est important que l'on puisse le faire. Rien n'est pire qu'un droit qui n'est pas exercé, en fait. Et donc, on voit bien que le sujet de la visibilité de l'ONIAM est un sujet d'un exercice concret du droit, et c'est sûrement un des engagements que je dois prendre. Madame Rist m'interroger au sujet des évolutions médicales. Moi, je suis assez... comment vous dire ça ? Je suis très interrogatif sur les conséquences de l'évolution de la médecine. Parce qu'en fait, on voit bien que dans la médecine, je vois notamment à l'établissement français du sang, il y a de plus en plus de médecine dite régénératrice, où on prend des cellules pour recréer des bouts d'organes, ou alors on fait de l'immunothérapie. Et à l'évidence, on voit bien que ces sujets-là, sans compter les enjeux autour de l'intelligence artificielle, vont nécessiter de se reposer des questions de qui sont les experts qui vont nous aider à traiter des enjeux médicaux qui seront de plus en plus complexes. Et je pense qu'un des sujets qu'on a, sur lequel je n'ai pas de réponse aujourd'hui, je le dis très clairement, c'est le sujet de l'amélioration de la qualité de l'expertise dans des parties de la médecine où, objectivement, la connaissance est quelquefois extrêmement pointue. Et donc ça, c'est un sujet qui se pose pour nous, comme pour d'autres d'ailleurs, sur ces enjeux d'expertise. Et je crois qu'il faudra que nous puissions trouver les experts nous permettant
comment dire, de mieux mettre en perspective l'évolution de cette médecine et surtout de mieux mettre en capacité les établissements publics qui se chargent, notamment l'ONIAM, de ces sujets, d'être éclairés. Et ça, c'est pas si facile que ça. Concernant les enjeux de transparence et d'efficacité, moi je crois, et on l'a vu d'ailleurs au niveau de la crise sanitaire dernièrement, je crois qu'on n'est qu'au début d'une demande très forte de transparence. Et il faut que nous soyons d'autant plus transparents que nous travaillons pour l'exercice d'un droit autour de victimes. Et donc la transparence, ça passe par la transparence de la décision, ça passe par la transparence des financements, ça passe, mesdames et messieurs, aussi par, je suis désolé de vous le rappeler, votre travail, qui est là aussi pour améliorer la transparence de ce qu'on fait. Et nous sommes là, et je trouve ça tout à fait normal, pour rendre compte. Voilà. La transparence doit, et je suis absolument d'accord avec vous, être aussi accompagnée de l'efficacité. Il est difficilement acceptable, et quand je dis difficilement acceptable, même si je ne suis pas quelqu'un de très nuancé, vous comprendrez ce que ça veut dire, il est difficilement acceptable que de faire supporter à des victimes des lourdeurs administratives. Ce n'est pas possible. Et donc, un des enjeux qu'on aura, c'est non pas de voir comment l'organisme travaille, parce que l'organisme travaille toujours bien, et puis il y a des gens magnifiques à l'ONIAM, et puis c'est des gens qui bossent beaucoup. Monsieur le député, vous l'avez dit. Mais au cœur même de... Enfin, l'enjeu, ce n'est pas l'organisation. L'enjeu, c'est quel est le but de l'organisation. Et je crois que sur ces sujets, nous devons améliorer le fonctionnement pour pouvoir faire en sorte que les victimes soient mieux prises en compte. Concernant les enjeux autour de la dépakine, effectivement, j'étais beaucoup interrogé sur le sujet, que je trouve compliqué. Parce que vous êtes revenu, législateur, plusieurs fois sur les enjeux de la dépakine. Il y a eu des réformes, et je crois qu'aujourd'hui, ce qu'il faut essayer de faire, en tout cas, c'est ce que je disais au directeur, c'est de voir comment on peut sortir rapidement, plus rapidement, les dossiers d'indemnisation, alors qu'on a eu des évolutions organisationnelles extrêmement importantes, même si la position du laboratoire ne facilite pas le travail qui est le nôtre vis-à-vis des victimes. Madame Valentin posait des questions concernant le rapport Cour des comptes. J'ai dit ce que j'en pensais. Je rappelle, et puis poser des questions, oui. La question FIVA-ONIAM. Alors, très grande question, qui est la question qu'on pose beaucoup. Alors, est-ce qu'il faut fusionner l'ONIAM et le FIVA ? Objectivement, si c'est pour gagner 3 ETP et faire plaisir à la direction de la sécurité sociale, ça ne sert absolument à rien. Bon. Est-ce que le cœur de ma mission, ça va être très vite de voir mon collègue président du FIVA pour qu'on voit comment on fusionne? Je n'ai pas aujourd'hui de directive sur le sujet. Et je crois que le sujet n'est pas là. Le sujet, il est, et au FIVA et à l'ONIAM, et je le dis en toute modestie, puisque j'arrive à peine dans ces organismes, il y a de vrais sujets de compétences, et comment on attire des compétences, comment on garde des compétences, comment, et c'est pour les victimes, on arrive à faire en sorte que le travail, alors sur mon FIVA, en tout cas à l'ONIAM, soit attractif pour des jeunes juristes qui puissent travailler correctement. Et donc on voit bien que le sujet qu'on a de notre taille finalement relativement réduite pose un vrai problème quant à la manière dont nous organisons notre travail. Voilà. Et moi de ça, je pense que, alors je ne parle pas de fusion, mais je pense qu'on peut se parler et que sur ces sujets, on a sûrement, non seulement on partage presque des locaux, mais je pense qu'on doit partager des problématiques d'amélioration de la façon dont nous pouvons faire en sorte que des jeunes talents viennent et viennent pour essayer d'améliorer le travail. Concernant les enjeux que vous avez, monsieur le député, soulevés concernant les implants, je suis désolé de vous dire que je vais réserver ma réponse parce que je ne connais pas assez bien le dossier
que donc il me semblerait tout à fait dommage. Mais sérieusement, je suis quelqu'un qui, si je ne connais pas, je dis que je ne connais pas, et donc je ne connais pas assez bien le sujet. Et donc, je reviendrai pour vous dire, quand je serai plus au fait du sujet, On vous réinvitera. et ça sera avec plaisir que je répondrai. Voilà. Non, mais sérieusement, enfin, je préfère ne rien dire sur des sujets qui, Madame Rousseau en parlait, semblent importants, que de vous dire quelque chose qui ressemblerait à une sorte de, je sais pas, de technocratie de bas étage, quoi. Voilà. Effectivement, on en parlait, hein, le sujet de la sous-exécution pour la dépakine pose des questions d'accès au droit, d'accès à l'indemnisation, de traitement des dossiers. Et je pense qu'avec le directeur, nous pourrons accélérer dans les mois qui arrivent le règlement de ces dossiers. Concernant le Covid-19, qui sera un sujet important. Donc, concernant le Covid-19, donc là, j'ai préparé des documents, donc je vais vous donner des choses importantes, à savoir le point de situation au 31 mai 2023. Donc, il y a quand même peu de temps. Au 31 mai 2023, l'ONIAM avait reçu 993 demandes d'indemnisation relatives à des dommages vaccinaux liés au Covid-19, dont 22 dossiers déposés en mai. Je vous rappelle que on parle de 150 millions de doses administrées. Les vaccins mis en cause sont dans l'ordre le Pfizer, puisque ça a été le plus développé, puis dans l'ordre décroissant, AstraZeneca, Moderna et Janssen. 9 dossiers, d'ailleurs, ne comportent pas l'information du vaccin mis en cause, et un dossier porte sur des dommages consécutifs au geste vaccinal lui-même et non pas au vaccin. Sur les décisions qui ont été envoyées au 31 mai 2023, l'ONIAM a adressé 241 décisions, dont 16 au mois de mai 2023. Sur les 993 demandes d'indemnisation réceptionnées, 79 offres ont été notifiées et 162 demandes ont fait l'objet d'une décision de rejet, dont 3 faisant suite à une demande de réexamen. Les troubles indemnisés sont essentiellement des myocardites et des péricardites. Au 31 mai 2023, l'ONIAM s'est prononcé sur le droit à indemnisation des demandeurs dans 229 dossiers, dont 29% en faveur d'une indemnisation. L'état d'instruction des demandes d'indemnisation. Sur les demandes d'indemnisation amiables en cours d'instruction, 113 missions d'expertise médicale sont en cours. Les autres demandes liées à la vaccination Covid-19 sont en cours d'instruction par les services juridiques et médicaux de l'établissement. Concernant la typologie des troubles constatés, j'en parlais, 208 dossiers de troubles cardiaques, 190 dossiers de troubles neurologiques, 164 dossiers au titre d'autres troubles divers, 126 dossiers au titre d'AVC ou de thrombose, etc., etc., etc. Ces chiffres-là seront donnés dans le rapport annuel qui sera adopté dès que le conseil d'administration, sûrement en octobre, se réunira. Enfin, au 31 mai 2023, 37 procédures contentieuses ont été initiées contre l'établissement, dont 17 en contestation d'une décision amiable de rejet. Voilà quel est le point au 31 mai que je pouvais vous faire sur ce sujet. Concernant l'intervention de Madame Rousseau, oui, effectivement, il y a un vrai sujet de pilotage de l'organisme, sujet de pilotage de l'organisme. Le sujet, c'est pas de piloter l'organisme, c'est de le piloter en fonction de ses objectifs. Et les objectifs, je le rappelle, et je le redis de façon très officielle, c'est la réparation et l'indemnisation. Et donc, je le redis, les enjeux de simplification sont là aussi pour améliorer ce niveau d'indemnisation et de réparation, parce que ce sont effectivement des victimes. Et nous devons essayer de nous rapprocher des 6 mois dont vous parliez. Madame Rousseau, vous parliez également du seuil
du seuil de gravité et des critères. Je renvoie ça aux travaux législatifs parce que c'était dans la loi que sont fixés ces seuils. Et que donc cette loi, il faut pouvoir la changer si l'on veut modifier ces seuils. Monsieur Monet m'interrogeait sur... vous rappelez quelque chose qui était difficile, et je crois que ça l'est, la déclaration les victimes ont été oubliées. Oui, les victimes ont été oubliées, je pense. Ou pour le dire autrement, les dysfonctionnements ont créé des retards qui ne sont pas acceptables. Et je crois que les travaux engagés par le directeur qui est à côté de moi, des enjeux de modernisation, de remise en ordre, ont permis d'améliorer les choses. Ça a d'ailleurs été constaté par certains de vos collègues. Monsieur Bazin parlait des enjeux autour... je vais me renseigner sur l'Observatoire des risques médicaux, mais je trouve qu'il est absolument évident que le travail de l'ONIAM doit permettre aussi une réflexion autour de la qualité du système de santé et un retour de bonnes pratiques, y compris d'ailleurs, évidemment pour les victimes, mais y compris, j'allais dire aussi, surtout pour les hôpitaux, les cliniques et les libéraux qui travaillent, parce qu'on voit bien quand même que sur ces sujets, on doit d'ailleurs avoir une relation forte avec la NSM, on doit pouvoir, faire profiter l'ensemble du système de santé de l'analyse que l'on fait, ou que d'autres peuvent faire d'ailleurs, sur ces sujets. Concernant donc la dépakine, j'en ai parlé. Concernant les enjeux autour des dysfonctionnements et de l'organisation de l'ONIAM, je pensais avoir été assez clair. Visiblement, monsieur le député, je ne l'ai pas été assez. Concernant les missions de l'ONIAM, je ne vais pas répéter ce que je dis, mais elle me semble assez claire dans le sujet de l'indemnisation globale gratuite, et qui est quelque chose d'extrêmement important pour l'ensemble du système de santé. Puis comme vous disiez que vous étiez presque en vacances, dès que vous revenez, on vous invite pour constater quelle est l'organisation de l'ONIAM et sa mission. Ça sera avec plaisir que nous vous recevrons. Voilà. Madame Levavasseur, effectivement, là aussi sur les enjeux de modernisation et de qualité, de délai de traitement, je pense que j'ai répondu. Et concernant le FIVA, je pense que j'ai essayé d'être assez clair aussi. Voilà, moi je suis à une partie, et j'en conclurai là, de ma carrière où je vais plutôt présider, et je regarderai avec beaucoup d'attention ce qui est fait. Vraiment, soyez sûr de mon engagement complet et total, parce que le droit des victimes, le droit à réparation est un des enjeux essentiels de notre démocratie sanitaire aujourd'hui. Je vous remercie de votre attention. Merci bien, Monsieur Toujas. Écoutez, pour toutes ces réponses et des réponses à venir, parce que j'ai cru comprendre que voilà, cela méritait en tous les cas une deuxième audition pour avoir certaines réponses. En attendant, je salue également le travail que vous avez mené, et cela a été dit dans le cadre de l'EFS. Ah, je vois une main levée, hein, mais en tous les cas, voilà, je tenais à vous féliciter. Et Madame Rousseau, vous vouliez intervenir à nouveau ? Enfin, juste une minute pour vous dire quand même que vraiment regardez le dossier, parce que et regardez d'une manière générale les accidents sur les soins gynécologiques des femmes, c'est quelque chose d'assez insuffisamment reconnu, y compris par l'ONIAM. Je pense que Monsieur Toujas a pris note de cette demande. Oui, allez-y. Je vous donne le micro. Pardon. Non seulement j'ai pris note de la demande, mais je pense que le sujet est trop important pour que j'intervienne sans savoir. Donc, nous allons travailler. Je vais demander des éléments et je reviendrai devant vous, parce qu'il est trop important sur ces sujets que de dire des choses qui ne sont pas maîtrisées, de mon point de vue en tout cas. Très bien. Donc, j'ai de nouveau un nouveau tour de table. Non, on ne va pas faire un nouveau tour de table. Brièvement, Monsieur Cyril Isaac-Sibyl, et puis ensuite Monsieur Neuder. Merci, Madame la Présidente. Oui, concernant ISU, effectivement, c'est un dossier qui n'était pas arrivé encore jusqu'à vous, mais on est beaucoup ici à faire en sorte que ça vous arrive le plus rapidement possible. J'ai compris le message. Très bien. Monsieur Neuder. Non, juste, Madame la Présidente, pour
pour juste répondre, enfin c'est pas une réponse, mais à Madame Rousseau, dire qu'aujourd'hui se lance quand même le grand plan sur cœur des femmes et que la sphère gynécologique est importante. Mais je rappellerai juste un chiffre, la mortalité est 7 fois plus importante chez la femme par pathologie cardiovasculaire que par cancer, notamment du sein par exemple. Donc attention à la sphère gynécologique, bien sûr, mais les maladies cardiovasculaires sont la première cause de mortalité chez la femme. Très bien, mes chers collègues, je vous remercie en tous les cas pour votre présence et votre participation active. Encore une fois, merci Monsieur Toujas. Très bien, on aura l'occasion aussi d'auditionner votre successeur à l'EFS. Donc voilà, très bientôt. Notre prochaine réunion, mes chers collègues, juste une petite info, aura lieu mercredi 5 juillet à 9h30. Donc nous recevrons la présidente de la 6e chambre de la Cour des comptes qui nous présentera le rapport que nous lui avions demandé de nous remettre sur la question des soins palliatifs. Voilà, vaste sujet, je vous remercie et à très vite.